La Renaissance, c'est une période phare de l'histoire humaine, où, en se basant sur l'Antiquité comme modèle, l'Antiquité des arts et des lettres avant tout, on veut recréer un nouvel âge d'or. Comme on le voit derrière moi, ce portique du château d'Écouen est un exemple où le modèle romain, enrichi des esclaves de Michel-Ange, vient se plaquer sur une façade de la Renaissance française. En effet, ce château, l'actuel musée national de la Renaissance, à quelques kilomètres de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, a été construit sous les rois François Ier et Henri II. On a trop souvent cru que la Renaissance, c'était l'Italie. C'est vrai que c'est là qu'elle commence, et que l'Italie s'était exportée telle qu'elle dans l'Europe entière. En fait, chaque pays a eu sa Renaissance. Et en France, les choses commencent sans rupture, au sortir de la guerre de 100 ans, au milieu du XVe siècle, pour voir dans l'architecture, dans les châteaux que maintenant l'on peut admirer et visiter, commencer ce qui deviendra la Renaissance. Durant la Renaissance française, le château prend une importance particulière. Et pendant longtemps, les historiens ont pensé que le château de la Renaissance était en rupture avec le Moyen-Âge. C'est un point de vue qu'il faut en fait nuancer, comme le montre par exemple Châteaudun. À Châteaudun, on a restauré minutieusement le donjon du Moyen-Âge, et dans les parties qu'on a construites de neuf, on a également conservé une apparence médiévale. De très grands murs, un chemin de ronde, tout cela renvoie au château du Moyen-Âge. Mais ces signes de fortification n'ont désormais plus de fonction réelle face à l'artillerie et au canon qui est capable de détruire n'importe quel mur, et c'est la raison pour laquelle on peut percer la muraille par de grandes fenêtres pour aménager une résidence plus agréable. Une fièvre de construction particulière touche le Val-de-Loire au début du XVIe siècle, et un bon exemple de ces châteaux construits dans cette région, essentiellement entre les villes de Blois et de Tours, c'est le château d'Azay-le-Rideau. Il est marqué par un souci très grand de symétrie de part et d'autre de l'escalier, et cet escalier lui-même est désormais mis en valeur puisque du côté de la cour, il est très largement ouvert par de grands balcons. Ces balcons montrent que l'escalier ne sert pas seulement à monter et descendre, mais qu'il sert aussi à regarder, à contempler l'extérieur depuis le château. Le roi de France n'est pas en reste par rapport à cette fièvre de construction, et en particulier François Ier, qui durant les 30 années de son règne va faire reconstruire ou transformer une dizaine de châteaux. Chambord est sans doute le plus emblématique de ces édifices du roi François Ier, une demeure de chasse, avec ses grandes terrasses conçues pour contempler le parc environnant. Mais le château est aussi un véritable rêve géométrique, d'ailleurs en partie sans doute assez difficile à habiter, et l'élément le plus emblématique peut-être de ce grand rêve, c'est l'escalier, qui est une prouesse très particulière, puisque deux personnes peuvent le monter et le descendre en même temps sans jamais se rencontrer. En réalité, deux séries de marches, deux volets, s'enroulent autour de la même spirale. À la fin de son règne, un an avant sa mort, François Ier commande un dernier grand château, le Louvre, le symbole de la monarchie au cœur de la capitale. C'est son fils Henri II qui va en fait bénéficier de la première partie de ce château, connu aujourd'hui sous le nom d'El Lescaut, du nom de l'architecte qui en est l'auteur. Cette architecture témoigne de la révolution qu'a connue l'art français dans les années 1540, un art français qui désormais va chercher ses modèles dans l'Antiquité romaine. Sur la façade du Louvre, on peut en particulier voir des colonnes qui sont directement reprises de modèles antiques et qui servent à montrer que le roi de France est le digne successeur des grands empereurs romains de l'Antiquité. La façade est aussi un véritable portrait crypté du roi, en particulier grâce à la sculpture qui se trouve au sommet. Cette sculpture, avec des allégories, nous montre un souverain guerrier, avec le dieu Mars, un souverain protecteur des arts, mais aussi un souverain dispensateur de prospérité économique, avec la figure de Cérès, la déesse des moissons. La révolution architecturale qui utilise les formes de l'Antiquité ne se limite pas au milieu royal. On la retrouve également dans le midi de la France, par exemple au château de Bournazel, où l'on peut voir ces colonnes et également des sculptures qui sont intégralement reprises de l'Antiquité, connues par des traités, connu également par un contact direct avec les monuments du Midi de la France ou de la Rome antique. L'hôtel d'Acézat est un autre exemple de cette révolution architecturale et un exemple qui montre bien comment on peut adapter ces modèles issus de l'Antiquité à un contexte local.
À Toulouse, il y a très peu de pierre, et donc c'est la brique qui est en grande partie utilisée. L'architecte ici utilise donc cette présence de la brique pour créer un jeu de couleurs qui oppose les murs roses et la pierre blanche. Le château d'Annette, enfin, où nous nous trouvons aujourd'hui, est également une œuvre majeure de ces années 1540. C'est une demeure presque royale puisqu'elle a appartenu à Diane de Poitiers qui était la maîtresse du roi Henri II et le souverain s'est beaucoup investi dans la construction au point d'ailleurs de déléguer son propre architecte sur le chantier. Même si une grande partie du château a été détruite durant la Révolution, il reste l'élément le plus significatif, la chapelle, dans laquelle Philibert Delorme s'affirme comme un architecte savant, l'auteur d'un des premiers traités d'architecture français de la Renaissance. La chapelle mélange en effet, avec une géométrie subtile, le carré et le cercle, et surtout le savoir géométrique de Philibert Delorme lui a servi pour transposer dans le sol le dessin des nervures qui se trouvent sur la coupole. Ces nervures produisent un extraordinaire effet ascensionnel quand on est à l'intérieur de la chapelle, et donc le regard est peu à peu porté à s'élever jusqu'à la lumière qui tombe par le sommet de cette coupole, la lumière qui est la métaphore de Dieu. Dernier grand monument dans lequel la monarchie s'est mise en scène, le phare de Cordouan, dans le contexte compliqué des guerres de religion qui ont opposé dans une lutte fratricide protestants et catholiques. La monarchie a voulu, par ce phare, s'affirmer symboliquement comme un repère pour les Français au milieu des troubles et de la mer déchaînée du temps. L'élément le plus représentatif de cette glorification monarchique, c'est sans doute la chapelle, qui se trouve à l'intérieur de ce phare. Une chapelle, curieusement, où il n'y a pas de symbole chrétien, mais où il y a en revanche de nombreux éléments qui évoquent les deux souverains qui ont commandé cet édifice, à savoir les rois Henri III et Henri IV. On trouve leurs initiales, on trouve aussi leurs devises, et on sait qu'au sommet de la coupole se trouvait une couronne. La permanence de la monarchie française par ses rois était donc affirmée au cœur de ce phare, au milieu de la mer. L'art français de la Renaissance invente une nouvelle mode pour le décor intérieur qui occupe la totalité de l'espace, du sol au plafond en quelque sorte, et qui convoque la totalité des arts et des matières. Au sol, la céramique, éclatante, multicolore, comme celle du grand céramiste rouennais Maceo Abaken que l'on voit à Écouen. Sur les murs, des peintures, vous en voyez une derrière moi, une des 12 cheminées peintes du château d'Écouen. Des peintures qui sont très souvent associées à des stucs. Je pense à la magnifique cheminée de la chambre de la duchesse d'Étampes à Fontainebleau que vous pourrez visiter, où les stucs, les modelés des figures féminines longilignes sont associés à la très belle peinture à fresque. Ça peut aussi être des lambris de bois, des panneaux, comme ceux que l'on voit au château de Blois, dans le cabinet de François Ier, cabinet que l'on appelle maintenant de Catherine de Médicis, où par de subtils mécanismes dissimulés, on peut ouvrir et fermer les différents panneaux qui servaient à conserver, à l'abri de la lumière, des livres et des archives. Enfin, le plafond, on peut décorer tout simplement les solives et les poutres d'emblèmes, de devises, de chiffres, de symboles. Mais on peut aussi orner le plafond d'un chef-d'œuvre de menuisier, comme on le voit au château de Beauregard, dans le cabinet des Grelots, où il y a un extraordinaire et virtuose plafond à caisson en chêne. On trouve dans le château français de la Renaissance un lieu nouveau qui s'appelle la galerie, où l'on peut se promener, méditer, admirer les décors. C'est le cas au château d'Oiron, où une galerie exceptionnelle
allie un pavement de céramique et d'extraordinaires fresques tirées de l'Énéide de Virgile et dont l'on peut suivre les différents épisodes qui se succèdent sur les murs. On voit vraiment se déployer tout l'art de Noël Jallier, l'artiste dont on a récemment retrouvé le nom, qui a fait tout ce décor. Décor qui part d'un modèle italien, très probablement le château, le Palazzo Te à Mantoue, mais qui a été entièrement reconstruit, recomposé à la manière française. Vous verrez aussi à Awaron une remarquable collection d'art contemporain. L'une des grandes réussites de l'art français du XVIe siècle, c'est le vitrail. Art de construction, de couleur, de composition et de prouesse technique. Le roi Henri II a commandé une magnifique verrière pour la Sainte-Chapelle de Vincennes, une verrière consacrée à l'Apocalypse, l'un des chefs-d'œuvre absolus dans cet édifice par ailleurs tout à fait exceptionnel. À Paris, à l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, vous pourrez admirer une très belle verrière consacrée à la sagesse de Salomon. Elle représente la scène du jugement du roi Salomon qui se déploie sur l'ensemble de la fenêtre sans se limiter aux espaces réservés entre les montants et les meneaux. Elle occupe la totalité de l'espace, permettant ainsi à la scène de se déployer dans tout son faste et dans toute sa dramaturgie. Je vous recommande aussi, au fil de vos visites, d'ouvrir les portes des églises de Normandie ou de Champagne, particulièrement autour de Troyes, où vous pourrez admirer de très nombreux exemples de magnifiques verrières du XVIe siècle. Au-delà de tous ces vitraux religieux qui parsèment nos églises, il faut comprendre que les châteaux à la Renaissance en avaient tous de très beaux, en général en grisaille et rehaussés de jaune d'argent. Malheureusement, la mode a fait que presque tous ont disparu. Le château d'Écouen a le bonheur d'en avoir conservé un certain nombre, à l'emblématique bien sûr d'Anne de Montmorency, l'épée de Connétable, mais aussi le chiffre d'Henri II ou la salamandre de François Ier, le souverain qui venait résider, comme le seigneur des lieux, comme dans toutes les techniques du décor de l'époque, est omniprésent. C'est un des caractères de la Renaissance. Mais cette Renaissance qui habite tous ces châteaux, certains que nous voyons, beaucoup que nous pouvons visiter, ces châteaux avaient aussi un mobilier, avaient aussi des décors sur les murs, des tapisseries, et, on l'a tous oublié, des tentures de cuir peint. C'est un élément qu'on sortait en été et le château d'Écouen, musée de la Renaissance où nous nous trouvons, a l'exceptionnel privilège de pouvoir vous en présenter. Derrière moi, c'est donc une grande tenture de cuir peint consacrée à l'histoire de Scipion l'Africain, un de ces héros romains modèles habituels de nos ancêtres de la Renaissance. Et cette tenture de cuir peint, elle vient du garde-meuble de la couronne, mais elle a été faite après la Renaissance. Elle remonte au règne de Louis XIII, au début du XVIIe siècle. Et c'est ainsi que l'on peut dire que cette Renaissance française, que vous découvrez à travers tous ces châteaux ouverts au public, véritable merveille sur tout le sol national, a forgé non seulement nos idéaux, non seulement une conception du monde, mais également une forme de décor qui subsiste d'un siècle à l'autre. Ces châteaux ont une continuité, ont suscité un amour de l'art qui nous ouvre aussi les portes du XVIIe siècle, autre période à découvrir, ce à quoi nous invitent ces magnifiques cuirs peints.